Si je vous disais que l'être le plus puissant de tout le multiverse qui s'est dupliqué à foison était en fait celui qui avait tout prévu depuis le début du MCU et celui qui va tout causer par la suite. Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, nous revenons sous forme théorique autour de Ant-Man and the Wasp Quantumania et notamment cette première scène post-crédit. Nous allons en parler en mode full spoiler, donc vigilance à vous si jamais vous ne voulez pas être spoilé tout simplement, puisque nous allons réfléchir à ce que cette scène post-crédit nous dit, qui sont ces variants, qu'est-ce qu'ils veulent et surtout pourquoi est-ce que Kang n'était finalement pas méchant du tout, que ça aurait pu même être celui qui allait sauver tout l'univers. Je vais pas refaire toute l'explication du conseil de Kang, des variants que l'on voit, parce que je vous ai déjà tout expliqué dans une première vidéo théorie qui est sortie, qui est dispo, vous pouvez aller la voir, même la revoir, lâchez votre meilleur pouce bleu évidemment. Mais par contre, j'ai beaucoup pensé à ces variants entre temps, et notamment à Loki. Je pense que ces variants, donc Ramatut, le ceinturion rouge, même si c'est plus Robokang je pense ici, et Immortus, le leader de tout ça, et on le voit à la scène post-crédit, puisque au moment de l'arrivée d'Immortus, on voit Ramatut qui baisse clairement la tête en signe de révérence justement. Je pense que c'est une adaptation des gardiens du temps, que les gardiens du temps n'existent toujours pas dans la MCU. Voilà, j'ai pas d'indice en tout cas qui me fait penser que oui, et qu'en fait non seulement ils sont les gardiens du temps, mais ils sont aussi son destructeur, dans le sens où c'est eux qui prévoient tout dans un but bien particulier qui pourrait arriver notamment à la création du Beyonder, l'être surpuissant, peut-être le big boss final de Secret Wars, et là je vous redirige vers ma fameuse vidéo théorie qui en parle. Je les vois finalement comme les gardiens du temps, mais de ce temps précis, c'est-à-dire ce temps qui défile depuis le premier film du MCU, ceux qui ont prévu l'arrivée de Thanos, même qui ont débloqué cette arrivée, ceux qui ont prévu la mort de Tony Stark, car peut-être trop intelligent pour le laisser en vie, parce que lui aurait peut-être pu voir venir les choses ou mettre au point quelque chose, et je donne pas cher justement de la vie également de Doctor Strange, parce que je pense que quand il a vu dans le futur, il s'est arrêté juste à un moment donné du futur, il allait pas tout voir de tout l'univers non plus, il s'est arrêté à la bataille contre Thanos pour régler ce souci. Et je pense que s'il avait continué, il se serait rendu compte qu'il y a quelque chose qui cloche notamment. Et en fait, quand on y réfléchit bien, ces variants, ils ont mis des variants à des points culminants de la timeline, des points où justement ce sont des points critiques qu'il ne faut absolument pas toucher. Ils ont mis celui qui demeure dans les limbes, et ils ont également mis Kang dans la zone quantique, qui sont comme par hasard deux endroits qui sont hors du temps et hors de l'espace. Justement, on va revenir au cas par cas. Pour le cas de celui qui demeure, c'est assez intéressant parce que dans Loki, on pensait que c'était une adaptation inédite d'Immortus, justement. Dans les comics, Immortus, c'est un agent des gardiens du temps qui est à un moment envoyé dans les limbes pour en gros surveiller, faire fonctionner le cours du temps correctement. Le souci, c'est qu'on s'en rend très vite compte dans cette post-crédit. Immortus, il est dans les gardiens du temps, dans cette adaptation potentielle en tout cas. Je pense donc que Marvel Studios a inversé les choses, que les gardiens du temps, c'est bien ces trois variants, dont Immortus justement, que Immortus a envoyé un variant de la même manière que dans les comics, une espèce de variant de lui-même on dira, protéger la timeline, et qu'il ne fallait absolument pas qu'il ne meure. Le souci, c'est qu'entre temps, il y a quelque chose qui n'était pas prévu, qui s'est potentiellement débloqué à cause d'Endgame, étant donné que les Avengers se sont servis des particules PIM et de la zone quantique pour remonter le temps et pour créer une nouvelle timeline, ce qui a fait que Loki réussit à s'échapper, à rejoindre le TVA indirectement, à rencontrer Sylvie, et donc à la fin Sylvie a tué celui qui demeure, et ça je pense pas que c'était vraiment prévu. Pareil pour le Kang de Ant-Man, qui nous dit qu'en gros il a été exilé dans cette zone quantique parce qu'il était considéré comme trop dangereux. Mais je pense pas qu'il était considéré comme trop dangereux, je pense qu'il était considéré comme trop dangereux pour le plan de ces gardiens du temps justement, puisque à un moment dans le film, il dit en gros, si je sors pas de cette zone quantique, votre univers tel que vous le connaissez, il va claquer en gros. C'est-à-dire qu'il est bien conscient, lui qui s'est peut-être fait trahir, ou en tout cas lui qui a collaboré avec les gardiens du temps, il est très bien conscient du plan qui est en route, et il est très bien conscient que s'il ne va pas les arrêter, eh bien l'univers va potentiellement péter. Donc le Kang de Ant-Man 3, s'il est un petit peu vu en mode sous-puissance, si on le traite aussi beaucoup plus comme un anti-héros que comme un véritable méchant ou même un véritable héros dans le film, je pense que c'est une nuance qui est justement ultra importante, parce que ça veut dire que c'est potentiellement celui qui aurait pu sauver tout ça de manière directe. Et c'est pas pour rien non plus qu'à la fin du film, on nous donne toute une importance avec un Scott Lang qui se pose des questions. Est-ce que j'ai condamné l'univers en tuant Kang, etc. C'est que je pense que ça va y jouer un énorme rôle. Je pense que ce que les gardiens du temps avaient prévu, c'est qu'effectivement Kang soit exilé dans la zone quantique. Ils avaient potentiellement prévu le fait que Ant-Man et sa famille allaient arriver dedans, mais Kang aurait potentiellement dû tuer ce Ant-Man, ce Cassie,
ce Janet, cette chose, cette entité, ce film. Il n'en est rien de tout ça. Et ils le disent eux-mêmes. Ils commencent de plus en plus à toucher au multiverse. Par définition, ils commencent de plus en plus à prendre de l'intérêt, à contrecarrer nos plans. Ils commencent à devenir assez puissants pour commencer à nous battre. Et là, on peut se poser alors une infinité de questions si effectivement ce sont ces fameux gardiens du temps qui ont tout prévu depuis le départ afin de garder, on va dire, les personnages du MCU dans un espèce de cocon afin que les Kang puissent contrôler entièrement le multiverse. Ça serait peut-être pour ça qu'ils ont provoqué l'arrivée de Thanos, étant donné que les Avengers de base possédaient les pierres d'infinité, un énorme pouvoir capable de contrôler la réalité mais aussi le temps, donc la chose la plus importante actuellement puisqu'il parle de toucher au multiverse, toucher aux timelines, aux réalités, et que c'est donc pour ça qu'ils ont envoyé Thanos afin que les pierres finissent détruites et que les Avengers n'aient plus en leur possession le moyen de réécrire les timelines. On peut se poser aussi la question pour Wanda par exemple. Thanos tue effectivement Vision, ce qui cause le deuil de Wanda, ce qui mène à Westview, ce qui mène ensuite à la mort, pseudo-mort en tout cas dans Doctor Strange 2. Alors même si pour le coup je crois pas tellement à sa mort et je pense qu'elle reviendra, en théorie et pour l'instant dans le MCU, ils ont éliminé le seul personnage qui était capable de réécrire la réalité et donc de là aussi conserver le plein pouvoir sur leur multiverse. Vous savez ce que dit Benabar, petite cause, grosse conséquence. Et bien justement je pense que ça, on va beaucoup en parler, notamment dans Kang Dynasty et Secret Wars. Et ce qui suit est très intéressant puisqu'ils disent qu'en gros ils ne doivent plus faire qu'un justement, et arrivent tous les Kang. Et là on en vient à ma théorie où tous les variants de Kang fusionneront pour donner potentiellement lieu au Beyonder, ou en tout cas une de ses adaptations. En fait ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que Kang le Conquérant, c'est un mec qui voyage dans les univers, dans les époques, pour absorber des réalités, pour posséder des villes, des univers entiers. Et là, j'ai l'impression que, telles que sont les choses dans cette scène post-crédit, voyant tous les variants qui existent, habillés différemment, de plusieurs époques différentes, j'ai l'impression qu'en fait, c'est déjà ce qui existe. J'ai l'impression que Kang, dans cette réalité du MCU, est déjà partout. Il a déjà conquis tous les univers et toutes les époques. On le voit dans la deuxième post-crédit de Loki, avec un Kang dans les années 1920, justement, d'une autre réalité. Dans cette réalité de la zone quantique, c'était le Kang exilé. On a le Kang des limbes, et on le voit par la suite, il y a plein de Kang qui existent. Et donc, par définition, si c'est comme dans les comics, si Kang s'est déjà dupliqué plein de fois, ça veut dire qu'il a déjà conquis plein d'époques. Et donc, le but de ce multiverse, pourquoi est-ce qu'ils disent ils sont en train de toucher au multiverse, c'est qu'en fait ils sont en train de déstructurer tout ce que les Kang ont mis, je sais pas, des dizaines, des centaines, des milliers, voire des millions d'années à construire. Kang est omnipotent, omniprésent dans toutes les réalités du MCU actuellement, ça j'en suis persuadé. Donc par définition, c'était lui depuis le départ qui gouvernait tout ce qui s'est passé dans le MCU, tout ce qu'on a vu dans le MCU. Je pense qu'on n'est pas prêt quand on va comprendre que c'est eux qui ont tout manipulé pour que tel personnage arrive à tel moment, que Thanos flingue ce personnage. Bref, tout ça, ça va être expliqué normalement. Donc pour conclure cette petite théorie, je pense effectivement que les Gardiens du Temps n'ont jamais existé et qu'en fait c'est une adaptation avec ces trois variants, Immortus, Ramatut et le Robot Kang, qu'ils ont envoyé celui qui demeure pour surveiller les limbes, sauf que là ça ne s'est pas prévu, retournement de situation, Sylvie le tue, ce qui prouve que Kang n'est pas déjà invincible, ce qui touche une zone critique du multiverse et donc de leur fameux plan, de leur règne sur tous les univers en entier. Pareil pour le Kang exilé qui lui aurait dû aller contrecarrer les plans de ce trio maléfique, on dira, mais qui est mort des mains d'Ant-Man, ce qui prouve encore une fois que les humains ou les méta-humains deviennent assez puissants pour contrecarrer des Kang, et là ils accélèrent les choses, ils convoquent tous les variants de toutes les époques, ils quittent tous leur univers pour se rendre au même endroit, en mode convocation. Les gars, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut rassembler nos forces, que ce soit leur pouvoir, que ce soit leur corps, je ne sais pas encore, pour créer notamment le Beyonder, un être surpuissant, capable de créer, modifier des réalités à foison, bien plus puissant que n'importe quel Avengers, bref, un gros bordel qui est capable de 1v1, notamment le tribunal vivant. Donc écoutez, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, est-ce que vous êtes prêts à encaisser le fait que aucun personnage du MCU jusque-là n'avait aucun libre arbitre, et que Tony Stark n'est pas mort en héros, il est mort parce que des Kang l'avaient décidé justement. N'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement avec la cloche, et puis attends les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.